Salut à toi. Aujourd'hui, c'est un petit peu la première vidéo de la chaîne en soi. Je vais te présenter un personnage aujourd'hui. Un mec qui est genre tout droit sorti des enfers, tu vois. Peut-être que tu connais déjà son histoire, mais peut-être que tu la connais pas absolument dans les moindres détails. Si, bah si. T'es qui? Ouais, bah je suis le mec qui sait tout. Ah. Ok. 18,3 x 26. 475,8. Ah ouais, donc toi tu sais vraiment tout, toi. Ok. Il y a combien de pandas dans le monde? 1854. D'ailleurs, il va falloir y aller un petit peu mollo avec les pandas là, parce que d'ici 2050. Du coup, moi, si tu permets, je vais finir ma vidéo. Non, non, pas vraiment, non. Bah, c'est pas grave, parce que du coup, je vais le faire quand même. C'est désagréable. Ok, donc pour les gens qui savent pas tout, et qui donc ne savent pas tout de Louise Zamperini, parce que c'est le personnage dont on va parler aujourd'hui, euh, on va pouvoir continuer la vidéo. L'avantage sur Louise Zamperini, c'est qu'il y a un film qui s'appelle Unbroken, qui est sorti en 2014, l'année du décès de Louis. Donc c'est bien parce que je vais pouvoir illustrer ce que je dis avec des extraits du film. Du coup, je vais aller me faire un café. Ensuite, je reviens. Et ensuite, je te raconte l'histoire, d'accord? À tout de suite. On va donc parler aujourd'hui de l'histoire de Louise Zamperini. C'est une histoire, tu verras, qui est quand même assez forte, tu vois, qui est même peut-être même assez triste. Donc le but de cette vidéo, ça va pas être de bader tous ensemble, mais le but, ça va peut-être être que ça nous fasse réfléchir, tu vois, et peut-être même un petit peu relativiser, qu'on se rende compte un petit peu d'une certaine réalité. Je pense que ça peut être pas mal. Alors, qui est Louise Zamperini? Louise Zamperini, c'est un Italien. Ses deux parents sont immigrés. Il est né à Orléans, aux États-Unis. Donc Louis, il a aussi un grand frère qui s'appelle Pete et il a deux petites sœurs. En 1919, donc 2 ans après, il déménage en Californie avec ses parents, toute la petite famille. Et ils ont un petit peu du mal avec l'anglais, ce qui va avoir pour cause d'avoir une sorte de petit harcèlement à l'école auprès de Louis, par ses camarades. Du coup, donc voilà, Louis débarque à l'école, il se fait un peu harceler, il y a des comportements qui sont pas très cool avec lui. Du coup, son père, il va l'inscrire à la boxe pour lui apprendre à se défendre et à faire face au comportement des autres, alors en un petit peu plus fort, tu vois. Son père, il a envie de le rendre plus fort. Son père, c'est un mec de poigne, tu vois. Donc Louis, il devient un petit peu bagarreur, tu vois. Ça a marché ce que lui a dit son père. Il a fait de la boxe, il est devenu assez bagarreur. Il a réussi à faire face à n'importe quel élève qui allait être sur son chemin, tu vois. Et du coup, voilà, Louis, il va un petit peu tomber dans un petit peu la délinquance, un peu voilà, la violence et les mauvais comportements pour l'époque en tout cas. Donc, suite à ça, son grand frère qui s'appelle Pete, il va l'inscrire à l'école de course, là où lui-même était un champion, un big champion, un connu, tu vois, pour l'aider à non pas faire face au comportement des autres, mais faire face à lui-même, tu vois, pour éviter cette confrontation et l'aider à mieux s'y retrouver. En gros. Et suite à ça, Louis, il va très très vite se faire connaître, tu vois, il va très très vite s'améliorer parce que Louis, il a vraiment cet esprit de progrès, cet esprit de compétition avec les autres et surtout avec lui-même, tu vois, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et il va vraiment bien se sortir, lui. Il finit 5e au All-Star Junior. Et même en 1934, il devient le lycéen le plus rapide américain. Et son record ne sera battu que 19 ans plus tard, pour te dire. Tu vois un petit peu, on a affaire à quelqu'un qui a vraiment le mental très haut, tu vois. Il a vraiment son esprit tout en haut et il fixe ses objectifs, il y va, tu vois. Et ça, c'est bien. En 1938, il va faire les Jeux Olympiques de Berlin, où il va faire un score, il va tout péter. Et il va même captiver l'attention d'un certain Adolf Hitler qui va venir le voir et lui dire ah, du coup, c'est toi le gamin qui court très très vite. Donc voilà, on va dire qu'il va se faire connaître très très vite. Ça devient un athlète olympique. Tu vois. Il bat même le record qui était de 69,2 secondes, de 10 secondes. Il fait 59 au lieu de 69, tu vois. Enfin, ça devient vraiment un athlète olympique de très très haut niveau, lui. Il est vraiment à fond dans son art. En 1938, il participe au Mile Collegial. Et pareil, comme d'habitude, il pète tout. Il a l'habitude de sprinter à la toute fin, en gros, de ses courses, tu vois. Il n'est pas forcément premier au début, mais dès qu'il arrive vers la fin, il sprint, il donne tout ce qu'il a, il donne ses tripes, et il dépasse tout le monde et il y arrive, tu vois. Et là, il va même avoir un surnom de Torrens Tornado. Ça devient son surnom, quoi. Voilà, en gros, il commence à être connu, il commence à vraiment tout péter dans la course game, si je peux dire. En 1941, il va rentrer dans l'US Air Force, pardon,
pour devenir bombardier. Il va se préparer pour les Jeux Olympiques de Tokyo aussi, à mort. Il va travailler tout ça. Seulement, les Jeux Olympiques sont annulés car la guerre éclate. Alors Louis, il a 24 ans quand la guerre éclate. Il s'engage donc dans l'armée et il devient vite second lieutenant. Le 23 mai 1943, Louis et une équipe de donc 10 personnes, ça fait 11 personnes, sont envoyés pour une mission de recherche en avion parce qu'il y a des soldats qui ont été portés disparus et on leur a mis un avion un petit peu qui était connu pour être défectueux et il se crache à 1300 mètres d'altitude en plein milieu de l'océan Atlantique et à ce moment-là, coup de panique parce qu'il y a 8 personnes décédées, ils ne sont plus que 3 sur les 11 à être en vie. Sont survivants donc Louis Zamperini, Philippe Russell, Francis McNamara. Ce sont les 3 seuls survivants du crash. Et ils se retrouvent avec un canot de sauvetage en plein milieu de l'océan. Et là, ils commencent à réfléchir un petit peu à leur vie, si tu vois ce que je veux dire. Ils sont un peu dans le caca, tu vois. Ils passent 1 jour, 2 jours, 3 jours. Ils essayent de se nourrir comme ils peuvent. Ils ont un peu de chocolat au début, mais ça ne va pas du tout tenir longtemps. Ils n'ont pas d'eau, ils n'ont rien du tout. Ils essayent donc de se nourrir en pêchant des poissons. Ils attrapent même des goélands qui passent. Et ils essayent même de chasser les requins parce qu'il y a des requins qui leur tournent autour continuellement. De jour en jour, ils commencent à petit perdre le fil de leurs pensées. Ils essayent de garder une certaine conscience en ayant des sujets de discussion. Il y a Louis qui aime beaucoup parler des gnocchis que font sa mère. Et voilà, ils essayent d'avoir des sujets de conversation pour ne pas devenir fous. 47 jours. Ils vont rester 47 jours en plein cagnard sur l'océan à mourir quasiment de faim. Je sais pas si on s'imagine vraiment, mais leur journée, ils avaient plus du tout la notion du temps, à part la nuit qui arrive. Ils étaient 3 dans un espace très petit. Je sais pas si on essaie de se représenter 47 jours, comme ça fait beaucoup, mais c'est vraiment énorme. C'est vraiment, vraiment énorme. Ça fait plus d'1 mois et demi. Il y a un moment où ils croisent un avion, ils se disent que c'est la chance de leur vie. Ils appellent donc l'avion en faisant des appels comme ils peuvent. L'avion, c'est un avion japonais qui débarque et leur tire dessus. Il fait 48 impacts de balles sur leur canot et personne n'est blessé. C'est un miracle, personne n'est blessé. Ils ont sauté à l'eau, ils ont essayé de reboucher ensuite et il y a McNamara qui est malheureusement mort au bout de 33 jours de survie sur le bateau. Pour le reste, ça va durer vraiment 47 jours comme je l'ai dit. Au bout de 47 jours, ils croisent un gros bateau avec des Japonais dedans, encore une fois. Japonais qui les attrapent et les enferment dans une cellule de 2 mètres par 1 mètre, avec des conditions de vie absolument dégueulasses. Ils leur donnent le strict minimum à manger, ils les maltraitent, ils les battent, et ils font des expériences sur eux, scientifiques, de plein de produits différents. Ça devient des rats en fait. Vraiment, ils les traitent comme des rats, ils sont battus, ils sont torturés, ils sont... Je sais pas si on imagine, mais après 47 jours à passer sur un bateau, à littéralement péter un câble, je pense que ça doit être insoutenable, vraiment, de se faire défoncer la gueule à peine arrivé, à peine mangé, rien du tout. Et ça doit être vraiment dur, je pense. Ça se passe sur l'île de Kwajalein. Ça dure 43 jours et ils attendent leur exécution en faisant ça. Chose qui doit être assez difficile. Et finalement, les Japonais décident de les transférer dans un camp de prisonniers avec beaucoup d'autres prisonniers américains. Et ils sont forcés à travailler toute la journée. Ils subissent des violences, c'est pareil. Les conditions de vie sont très très difficiles. Il y a notamment, c'est là que Louis Zamperini rencontre le sergent Watanabe, qui est également appelé l'Oiseau. C'est un des 10 criminels les plus recherchés au monde, les criminels de guerre, quoi. C'est un mec sadique au possible. Il va les torturer, il va les battre, surtout Louis, il va s'acharner sur Louis, ça va être vraiment son bourreau, quoi. Et il va se prendre des tatanes pour rien du tout, tu vois. Vraiment, c'est dur. Et ça dure 2 ans. Pendant 2 ans, Louis, il est dans ce camp, tu vois. Et il subit. Je sais pas combien d'entre nous auraient pété un câble, littéralement, à sa place.
Il y a même une fois où en gros, vu que c'est un athlète olympique, les Japonais se sont très vite dit qu'il est connu, ça peut être un bon exemple de propagande. Donc ils lui demandent de dire des bullshit à la télé, de la propagande anti-américaine, en gros, pour promouvoir le Japon. Et lui, il refuse. On lui a dit, tu pourras avoir une vie, vivre au Japon. Et il a refusé. Il a préféré ne rien dire du tout pour garder sa loyauté. Quand il était dans le camp, il y a un moment où l'oiseau, je lui ai dit, tu te mets au milieu, et il a ordonné à 220 personnes, aux 220 prisonniers, de lui mettre un coup de poing chacun. Il s'est pris 220 coups de poing dans la tête. Ça a duré, je sais plus combien d'heures, mais genre une journée entière. On n'imagine même pas à quel point ça doit être difficile. Ça a duré pendant 2 ans. Il est ensuite transféré au dernier camp, qui est extrêmement difficile. Les détenus n'ont pas le droit de se regarder, de croiser leur regard, je veux dire. Ils sont sales, ils travaillent 2 fois plus dur. Et il se trouve que Louis retrouve le sergent Watanabe, l'oiseau. Ils se retrouvent au même endroit. Et c'est martyr sur martyr, c'est horrible. Vraiment, il prend sur la gueule à fond. Louis devient très maigre, sans force, sans rien du tout. Pour le punir, à un moment, Watanabe lui a demandé de porter une planche très lourde. C'est peut-être pas la planche la plus lourde, mais quand tu vis dans ces conditions, c'est impossible. Il lui a demandé de la porter à bout de bras. S'il ne la portait pas, s'il la faisait tomber, il se faisait descendre. Il a tenu pendant 37 minutes à tenir la planche à bout de bras, jusqu'à ce que Watanabe pète un câble et le tabasse, le défonce. Donc Louis va subir les humiliations, le sadisme, la violence, et il va quand même tenir, il va quand même garder espoir. Et ça, moi, je trouve ça vraiment incroyable. En juillet 45, on leur dit qu'ils seront exécutés, et en juillet 45, ils se font libérer parce que c'est la fin de la guerre. Louis peut rentrer au sol américain, revoir sa mère, revoir sa famille, et ça s'arrête pas là parce que il a des séquelles post-traumatiques, il va partir en dépression, il va commencer à avoir la colère, à avoir la rage, tu vois. Il va vouloir retourner au Japon pour tuer Watanabe. Et il va sombrer dans l'alcool également. Mais il va se reprendre petit à petit, il s'en sort grâce à ses croyances de chrétien. En 1998, il va même retourner au Japon, à Nagano, pour porter la flamme olympique. Il a réussi à atteindre la paix avec lui-même. Il est décédé en 2014. Voilà. Ça... Moi, son histoire, personnellement, elle m'inspire. Je l'ai un petit peu raconté assez rapidement, mais moi, je pense que 95% des gens dans la même situation que lui auraient lâché, seraient morts d'épuisement. Mais Louis, il a eu la rage, il a tenu, il a subi et il s'en est sorti. Il n'a pas abandonné, c'est un peu un beau message, c'est cliché comme message, mais c'est vrai. Et moi, je trouve ça très inspirant, en fait. Ça pousse la discussion, ça pousse à réfléchir, tu vois, à se dire qu'il y en a qui n'ont pas vécu le même malheur que nous aujourd'hui. Qu'on a beaucoup de chance d'être aujourd'hui, qu'on a beaucoup de chance d'avoir tout à disposition, en fait. Tu sais, à une époque, les gens, l'objectif dans la vie, c'était de manger. Ils partaient, ils risquaient leur vie pour manger. Aujourd'hui, nous, on va à Lidl, c'est bon, quoi, tu vois, enfin... Ça permet, je pense, d'avoir une certaine reconnaissance un petit peu et de faire réfléchir. Le but, c'est de pas de bader, c'est de réfléchir et de relativiser, surtout. Moi, son histoire m'a beaucoup inspiré et... Bah, je peux que applaudir. Voilà, ce monsieur est décédé en 2014 et... Ça prouve que... Bah, rien n'est toujours décidé à l'avance, quoi. C'est jamais fini, tu vois. C'est jamais la fin. Ce sera peut-être le sujet de mes prochaines vidéos, un petit peu. Le mental. Parce que c'est tellement important. Enfin voilà, j'espère que cette histoire t'a plu. Je l'ai raconté peut-être un petit peu vite. Je m'en excuse. Abonne-toi. Partage cette vidéo. Mets un petit like. Si tu veux me soutenir, ce sera avec plaisir. Voilà, je te remercie de m'avoir suivi. Et je te dis à la prochaine. Bye.